Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box, le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Verger d'Ortiz franchit une autre étape, la revanche Ruiz-Joshua en Arabie Saoudite. Saunders veut de gros combats et une deuxième défense de titre pour Navarrete. C'est avec plaisir que j'accueille Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, l'un des plus beaux espoirs de la Ouais. boxe professionnelle, était en action la fin de semaine dernière. Verger l'Ortiz fils se battait pour la fameuse ceinture gold de la WBA chez les poids mi-moyens. Celle qu'on préfère. Exactement. Et il n'a pas déçu une Ouais. victoire convaincante contre un vétéran aguerri. Ouais, à chaque fois qu'il monte dans le ring, Vergil Ortiz, il m'impressionne. Là, c'était face à Orozco. Les deux fois précédentes, c'était face à des anciens champions. Herrera était champion intérimaire. Salgado, lui, était un ancien champion du monde dans 2 catégories. Il les avait traversés en 3 rounds chacun. Il les avait démolis. Là, on savait qu'avec Orozco, qui était un peu plus jeune, qui était un boxeur durable, ça allait être un petit peu plus long. Ça a été plus long, c'est le combat le plus long de la carrière de Vergil Ortiz, ça a duré 6 rounds. Le précédent c'était 5 rounds, là il est allé 1 round plus loin au 6e, mais il l'a complètement, pas complètement, mais il l'a dominé. Orozco a quand même offert une belle opposition, surtout en début de combat. On voyait après que Ortiz, lui, se fatiguait pas. On a compris pourquoi Orozco était aussi durable. Dans son combat contre José Carlos Ramirez, il était allé à la distance. Il avait fait les 12 rounds. Il était allé 2 fois au tapis, mais il s'était relevé à chaque fois. Il avait continué le combat. Et on a pu voir pourquoi. C'est un gars qui possède une bonne défense, qui est appliqué dans ce qu'il fait, qui a un bon cardio, qui met beaucoup de pression sur l'adversaire, qui le fait travailler, qui met un rythme élevé. Sauf que du côté de Vergil Ortiz, on ne s'est jamais fatigué. Il a continué sur son plan de match. Et c'est ça qui m'impressionne beaucoup chez Ortiz par rapport à d'autres jeunes boxeurs prometteurs, c'est qu'il est très mature dans sa boxe. C'est un gars qui ne va pas se laisser emporter par ses émotions, qui va continuer à suivre son plan de match, à rester sérieux, à rester appliqué, à pas faire de... Il ne va pas faire le show, faire danser, faire un peu l'intéressant dans le ring. Il est très concentré sur son boulot. Il boxe comme un vétéran, comme un gars qui a 28-29 ans et qui a déjà beaucoup d'expérience derrière la cravate, qui en a déjà vu d'autres. C'est à mon avis ce qui manque à quelqu'un comme Teofimo Lopez, par exemple, c'est ce sérieux dans le combat, sur le ring, qui cherche à faire le travail avant de faire le spectacle. Puis on a vu aussi au cours du combat, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il s'est ajusté parce qu'Orozco bougeait bien la tête, gardait les mains bien hautes, même parvenu à toucher Ortiz au corps à quelques avec son reprises. crochet, Mais on a vu l'avantage physique parce que on montait de catégorie de poids pour Orozco. C'était battu contre Ramirez à 140 livres, bien évidemment. Et surtout, dans le cas d'Ortiz, j'avais parlé il y a quelques mois d'une étude comparative faite par BoxRec sur les ratios plus et moins. Et sans surprise, Shakur Stevenson figurait dans le haut du pavé, mais il y a un boxeur qui le devançait dans le ratio qui était à plus 22,6 au lieu de 22,4 pour Stevenson, c'était Vergil Ortiz. Et contre Orozco, la tendance c'est pas mal inscrite encore une fois. Un ratio un peu moins avantageux, plus 17, mais c'est quand même pratiquement 35% de ses coups là, qui ont touché la cible. Ça démontre, comme tu le dis, une très belle maturité. Là, et très, très conscient là, de sa défense. Oui, et c'est quelque chose qui est super important pour un jeune boxeur. Généralement, les jeunes boxeurs prometteurs arrivent avec des atouts offensifs, des KO, parce que c'est ce qu'ils peuvent travailler dans les premiers combats de leur carrière. Mais la défense est parfois à travailler. Là, que ce soit dans le cas de Stevenson ou de Ortiz, la défense, elle est déjà là, elle est déjà bien présente. Ils sont conscients de cette défense. Et à mon avis, c'est les 2 meilleurs espoirs de la boxe. Je pense que Shakur Stevenson aura peut-être une carrière un petit peu meilleure parce que je pense qu'il a plus d'habileté défensive. Mais je pense que Ortiz sera plus populaire parce qu'il a un style qui plaît un peu plus aux gens, un style un peu plus agressif, avec cette force de frappe notamment où il va enregistrer beaucoup de KO. C'est ça qui est vendeur. Donc ils vont tous les deux avoir une belle carrière. Je pense que côté accomplissement en boxe, peut-être que Stevenson aura un petit peu plus qu'Ortiz parce que sa défense est vraiment exceptionnelle. Mais il faut dire, tu parlais du ratio, que les boxeurs qui ont affronté Ortiz sont de meilleurs niveaux que ceux qu'a affronté Shakur Stevenson jusqu'à maintenant. Ça va changer parce que Stevenson va vite augmenter le niveau de position, mais l'adversité fait aussi que ton ratio défensivement il va baisser parce que tu vas te faire atteindre plus souvent. Tu vas affronter des boxeurs qui sont meilleurs défensivement, donc qui vont être plus difficiles à atteindre. Donc forcément, ce ratio-là, il fluctue
en fonction de l'opposition qui est en face de toi. Oui, tout à fait, parce qu'Orozco n'avait peut-être pas les moyens, disons, la puissance pour embêter sérieusement Ortiz. On le voyait, plus le combat avançait, plus l'avantage physique du premier là, était clairement évident. Cependant, pour Ortiz, là, on est aussi un peu maître de notre destinée parce qu'on n'est plus, en principe, là, avec ce titre de champion du monde, là, mais bon, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans le cas d'Ulysse, ça a été ça, détenteur de cette même ceinture à 140 livres. Là, on est un peu enlevé de certains classements, notamment l'IBF, où Ulysse n'est plus classé. Là, on devient un petit peu plus maître de sa destinée, parce qu'Ortiz, on l'oublie, mais a seulement 14 combats maintenant au compteur. On a beaucoup de temps là, pour finir les choses. Et c'est intéressant aussi un peu ce monstre à deux têtes qu'il dirige, son père d'un côté et le fameux Robert Garcia de l'autre. Donc, ça donne un duo assez intéressant. Et ça fonctionne très bien, et c'est un choix qu'ils ont fait, parce qu'avant, ils étaient avec Joel Diaz, qui avait fait un super boulot avec Ortiz, mais ils ont décidé d'aller du côté de Garcia pour avoir des meilleurs partenaires de sparring. On pense notamment à son jeune frère Mickey Garcia, mais c'est pas le seul, bien évidemment. Donc ils s'entendent encore bien avec Joel Diaz, il n'y a pas eu de dispute ou quoi. C'est vraiment une question d'avoir des boxeurs de son niveau, de très haut niveau dans le gym pour pouvoir s'entraîner avec eux, parce que à son âge, c'est aussi comme ça qu'on progresse plus rapidement. C'est en affrontant à l'entraînement des boxeurs de haut niveau, des boxeurs qui vont te faire progresser encore plus que ceux que tu affrontes dans le ring pour des combats réels. Chose certaine, on a vu tellement d'exemples par le passé, je pense notamment à David Lemieux, où avait remporté tous ses combats rapidement, peut-être à un certain moment jeté un peu trop rapidement dans la gueule du loup contre Rubio. Mais dans le cas d'Ortiz, j'ai l'impression qu'on a encore besoin de quelques combats pour confirmer, parce qu'on l'a déjà vu dans le passé. Je pense que le plus bel exemple, c'est Danny Garcia, quand il s'est retrouvé contre Matissé. On se demandait comment allait réagir, mais c'est grâce à ses habiletés de boxe qu'il est en mesure de survivre d'une certaine manière contre la puissance assez phénoménale de Matissé. Là, on sent qu'on s'est bien ajusté à cette catégorie de poids-là à 147 livres. C'est la catégorie où les combats les plus intéressants historiquement sont présentés. Donc, l'avenir s'annonce vraiment radieux pour ce boxeur. Parce que Orozco montait des 140, mais Ortiz aussi, c'était son deuxième combat, si je ne me trompe pas, peut-être troisième à 147, mais il était à 140 livres avant. Mais on voit que physiquement, il était beaucoup plus large qu'Orozco. C'est normal, il est jeune encore, donc forcément, on prend en poids, on prend en carrure à cet âge-là. Mais c'est vrai qu'à 147, il y a Errol Spence, il y a Terence Crawford, il y a encore Pacquiao, même s'il a 40 ans, il y a Keith Thurman, il y a Sean Porter, il y a des gros noms, des noms payants et surtout beaucoup d'Américains, ce qui est important pour le public au sud de la frontière. Pour un autre Américain comme Ortiz, c'est ce qu'il faut, alors qu'à 140, il y a des bons adversaires, mais peut-être pas des noms aussi ronflants qu'à 147. Et c'est une bonne nouvelle pour Golden Boy, parce qu'on sait plusieurs espoirs de premier plan qui ont été battus. Donc ça met un peu un baume aussi avec tout ce qui se passe. On en a parlé la semaine dernière avec Canelo. On peut construire autour d'un bon boxeur. On a annoncé le 14 septembre finalement que Jamie Munguia allait effectuer une défense de titre contre un adversaire qui va, à première vue, nous laisse un peu beaucoup sur notre appétit. Et Garcia, qui ne voulait pas se battre en demi-finale, a été annoncé sur cette carte. Il faudra voir s'il va accepter d'y être. On avait parlé un peu... Je pense qu'il n'a pas vraiment le choix, parce que oui, il est avec l'entraîneur de Canelo, mais ça fait pas... C'est pas parce que tu connais des gens influents que tu es toi-même influent. À son âge, au stade de sa carrière, il faut qu'il accepte ce genre de combat-là. Peut-être qu'il négocie un petit peu la bourse à la hausse, mais de là à faire la grève, je trouve que c'est un petit peu prématuré de sa part. Il y avait un combat intéressant qui était présenté en demi-finale de cet événement mettant à vedette Vergil Ortiz sur DAZN. C'est un troisième combat entre Joshua Franco et Oscar Negrete. Franco l'avait emporté par décision partagée à leur dernier rendez-vous. Premier rendez-vous, ça avait été un verdict nul partagé. Et là, on n'aura pas le choix d'avoir un quatrième combat, un autre verdict nul partagé. Et on sent un respect vraiment immense entre les deux boxeurs. On les a vus se sont halassés après le combat. C'est une vraie guerre, mais là, on parle vraiment du noble art. Oui, et quand tu as partagé le ring 3 fois pour des combats aussi longs avec la même personne, il le connaît sûrement mieux que son père et sa mère. Tu sais de quoi il est fait, tu sais jusqu'à où il peut se pousser, et aussi tu connais parfaitement la technique, les tendances de l'adversaire, et c'est là que c'est très dur, c'est que
quand tu arrives pour la première fois devant un adversaire, il faut que tu fasses des petits ajustements. Tu vois, ok, sa droite, elle arrive différemment des autres que j'ai affrontés avant. Son crochet, il l'envoie après telle feinte. Mais quand tu connais tout ça, c'est dur de faire d'autres ajustements parce que lui aussi fait des ajustements de son côté. Et finalement, on en vient un petit peu à une impasse où quand les forces sont égales comme ça, et ben c'est très très dur de départager les deux boxeurs parce qu'ils ils connaissent tellement bien l'autre que finalement ils ne sont pas capables de tirer la couverture à eux et d'avoir l'avantage d'un côté ou de l'autre. On surveillait également sur une autre carte de Top Rank présentée pendant la fin de semaine. C'était les débuts professionnels de Robeisy Ramirez. Ben, pourquoi on s'intéressait à lui? La raison est simple, c'est qu'il avait battu Shakur Stevenson en finale des Jeux olympiques de Rio chez les poids coqs. Oui. À l'époque, je trouvais que Stevenson aurait pu très certainement mériter la victoire, mais bon, ça se discute. Là, c'est peut-être pas aussi un cas... oui, c'est pas Roy Jones. Pas une injustice là, à la Roy Jones ou d'autres événements qu'on a vus pendant les Jeux de Rio. D'ailleurs, plusieurs officiels qui avaient été suspendus après ce tournoi olympique et même pendant le tournoi. Et il avait également été médaillé d'or à Londres dans la catégorie inférieure chez les poids mouches. Je pense que Bob Arum avait beaucoup d'espoir en vue de ce boxeur. Il le comparait à un certain Vasyl Lomachenko. Malheureusement, ça n'a pas tourné exactement pareil. Bah, quoique Lomachenko a perdu son deuxième combat. Donc peut-être que ça va prendre un peu la même tendance. Moi, c'est un combat de championnat. Ouais. Là, c'est vraiment un combat professionnel contre un adversaire qui, je ne sais pas si tu vas comprendre la référence, mais si vous regardez sa photo sur BoxRec, ressemble énormément à Tite Dent. La même coupe de cheveux, c'est phénoménal. Personnage de Bruno Blanchet. T'étais probablement pas encore au Québec à cette époque-là. Non. Et ce qui est intéressant, il a dit, quand j'ai entendu que c'était une split decision, on parle d'Aden Gonzalez, son adversaire, il s'est dit, ah non, c'est pas vrai, là, c'est pas la politique qui va l'emporter, c'est pas vrai que je me suis fait avoir, j'ai dominé le combat de A à Z, je l'ai même envoyé au tapis au premier round. Et là, ben, les juges ont rendu la bonne décision. Il y en a un qui a eu un combat qui a donné finalement juste un round à Gonzalez, mais les autres ont vu la lumière. Et donc, une première défaite. C'est pas nécessairement un événement qui va changer la cour de la carrière de l'un ou l'autre. Ramirez va pas se mettre à avoir... Gonzalez, plutôt, va pas se mettre à avoir des offres mirobolantes là, parce que lui aussi, en début de carrière, avait à peu près, je pense, 6 ou 8 combats. Il avait 4 victoires en 8 combats. Donc, mais pour Ramirez, là, c'est un rappel à l'ordre. Et on a aussi beaucoup critiqué un peu la gestion autour du boxeur en disant on lui a pas donné un portrait détaillé de la situation. Là. Un combat de 4 rounds, quand on a une chute au tapis, là, on part de très loin. Là. Donc, il faut activer la deuxième vitesse. Il faut que dès le deuxième round, tu partes à fond parce qu'il faut remporter tous les rounds. Tu as déjà 2 points en moins, il faut que tu remportes les 3 derniers rounds. Faut pas prendre de temps à se mettre en route. Ça n'a pas été le cas. C'est très surprenant qu'un double champion olympique qui a plus de 400 combats amateurs, qui est vu comme une future vedette, perde son premier combat pro contre un gars qui a une fiche de 50. C'est très surprenant, mais ce n'est pas le premier boxeur à perdre ses débuts professionnels. On a vu des boxeurs qui ont perdu leur premier combat et qui ont eu après une carrière digne du Hall of Fame. Je pense à Bernard Hopkins, Juan Manuel Marquez. Plus proche de nous, il y a aussi Tevin Farmer, qui est champion du monde maintenant et qui avait perdu son premier combat. Donc, c'est pas un gage d'échec dans son cas, mais mettons que ça augure pas très bien. Ça commence pas bien ta carrière quand tu es vu comme la future vedette et que tu perds ton premier combat contre un no-name. Il y a des ajustements qui devront être effectués et on a l'encadrement chez Top Rank pour s'assurer que les choses aient mieux à l'avenir. Mais... Il y a l'encadrement, il a aussi le talent pour... il a peut-être pris un peu de hausse et la pression pour tes débuts professionnels. Et aussi les gants qu'on utilise en boxe professionnelle, c'est pas la même chose que les gants quand on se bat dans les rangs amateurs. C'est au premier round qu'il est tombé. Hein. C'est parce que ça te surprend quand tu connais pas, que c'est la première fois que tu encaisses un coup solide avec des gants comme ça. Ça choque un petit peu et là, ça l'a assez choqué pour l'envoyer au tapis. Il n'y a pas eu nécessairement de grandes annonces de combat, pas de grands combats qui ont été présentés au cours de la dernière semaine et c'est la même chose pour la semaine à venir, mais l'actualité, elle, est phénoménale. Tout d'abord, on a appris en début de semaine qu'Anthony Joshua et Andy Ruiz fils, combat revanche, Eddie Hearn, la tête dirigeante de Matchroom Boxing, a annoncé, ça va être présenté le 7 décembre en Arabie Saoudite. Là, ça a un peu tombé
de n'importe où parce que on avait fait du lobbying pour un combat présenté à Cardiff au Pays de Galles. Joshua a déjà été à 2 occasions se battre là-bas, avait quand même attiré passablement de spectateurs. Je pense à un combat contre Carlos Takam notamment. Et du côté de Ruiz, on militait un peu pour les États-Unis, mais on sent l'expérience au Madison Square Garden n'a pas nécessairement été concluante pour le clan Joshua. On parlait même de Las Vegas ou même de retourner à New York. Bon, finalement, ça sort, on apprend l'Arabie Saoudite, mais on a appris depuis longtemps, hein, la boxe, c'est comme l'amour. Parfois, c'est compliqué. Et là, Ruiz, on n'a pas vraiment réagi. Là, a réagi hier soir, mardi, pour dire ça n'aura pas lieu en Arabie Saoudite. Il va y avoir des nouvelles très, très bientôt. Restez branchés. Je ne peux pas en dire plus maintenant. Donc, c'est un peu... on ne sait pas trop où en venir. On pourrait dire, Ruiz a déjà gagné une première portion de la joute en amont du combat, c'est-à-dire qu'il a obtenu un site qu'on peut qualifier vraiment entre guillemets neutre, parce qu'on ne voulait pas se retrouver en Angleterre. D'un autre côté, certains vont arguer, comme Kevin Aiole de Yahoo Sports, dire l'Arabie Saoudite, ce ne sera pas tant neutre que ça, parce que tous les partisans américains et mexicains de Ruiz ne feront pas le voyage là-bas. Tandis que les Britanniques, c'est plus proche. Les Britanniques, c'est pas mal plus simple. D'ailleurs, on a dit que les gens qui vont se procurer des billets, si finalement ça arrive, auront droit à un visa de 30 jours. Là. On ne posera pas de questions, vous achetez un billet, vous avez un visa, c'est merveilleux. Et pourquoi là c'est compliqué? C'est parce que Andy Ruiz a déjà accepté, je mets encore le mot accepter entre guillemets, les termes de la revanche. Parce que quand ça remonte au premier combat, on était à la recherche d'un adversaire. On dit qu'il a envoyé un message privé à Eddie Hearn quand l'histoire de Jarrell Miller était sortie pour dire « Je veux le combat contre Anthony Joshua ». Et comme c'est le cas pour une défense qui est optionnelle, on négocie pas juste le combat, c'est qu'on se donne une certaine sécurité en négociant déjà les termes d'une revanche. Et on évalue là, que, selon les diverses informations qui circulent, ça serait 9 millions de dollars que Ruiz devrait empocher pour la revanche. Bon, évidemment, il veut plus. Et il y a une carte dans sa manche qui s'appelle Al Haymon, qui a les moyens et qui a une certaine expertise là, dans le fait d'étirer les choses en longueur. C'est pas la première fois, effectivement, qu'il fait ça. Parce que là, on apprend, on ne sait pas trop les données. Là, il y a 40 millions, apparemment, qui auraient été offerts par des représentants en Arabie Saoudite, mais certains médias britanniques avancent jusqu'à 100 millions de dollars. Donc, il sent qu'il y a beaucoup de billets verts là, qui circulent un peu partout et il veut les avoir. D'un autre côté, il a signé une entente et il n'y aurait jamais eu ce premier combat-là s'il n'avait pas accepté les termes de la revanche. Un cas près de chez nous, Eleider Alvarez, c'est un peu la même chose contre Sergei Kovalev, avait causé une certaine surprise, mais on avait accepté la revanche et Yvon Michel n'était peut-être pas en position là, de jouer à... On a qualifié, on joue à check-in finalement, c'est le premier qui va accepter de baisser les bras. Et bon, c'était dans le fond la promotrice de Kovalev qui avait décidé du lieu du combat, de la date. On avait étiré ça jusqu'à la dernière seconde. On voulait, même si on se disait ça va peut-être être plus lucratif de le faire à Montréal, non, on va le faire sur notre terrain aux États-Unis. Et là, dans le fond, c'est Ruiz. On sait que le clan Joshua a foncièrement besoin de ce combat-là. Non seulement psychologiquement pour Joshua de dire « Écoutez, c'était une erreur de parcours, je vais me venger », mais c'est que là, il est en train de perdre du temps. C'est une anomalie ce qui s'est produit le 1er juin dernier. Et là, on s'en retarde dans le fond. C'est que est-ce qu'on veut que Joshua dise « Laisse faire, c'est trop compliqué, là, je vais aller me battre contre d'autres personnes ». Mais c'est pas ça qu'on veut de Joshua, on veut absolument la revanche. Il a besoin de ce combat-là, c'est lui qui est demandeur parce qu'il faut qu'il efface cette vilaine trace à son dossier. Alors que Ruiz, lui, a beau jeu de faire jouer les négociations, de continuer à vouloir... Il a le gros bout du bâton, c'est lui qui a les ceintures, mais c'est pas lui qui a la grosse machine de promotion derrière lui, quoique Al Haymon est pas mal dans ce cas-là, mais c'est du côté de Matchroom Boxing qu'on tire les ficelles. Je suis un petit peu déçu de ce choix d'aller en Arabie Saoudite. J'aurais préféré un pays qui respecte les droits de l'homme. Oui, exactement. C'était un des sujets que je voulais aborder. Puis on peut en parler directement maintenant, puisque tu le mentionnes. Il y a des manquements très, très graves pour les droits de l'homme au H majuscule, mais surtout le droit des femmes qui commencent à peine à avoir le droit de prendre des cours pour un permis de conduire. Et d'ailleurs, il y a eu des précédents. La compagnie mère de l'UFC a remboursé ou a redonné un investissement de plus de 400 millions de dollars à cause justement là, du fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et d'ailleurs,
Tout ça, c'est survenu après l'assassinat d'un chroniqueur du Washington Post, dans lequel on prétend, là, selon divers médias américains, c'est que l'Arabie Saoudite aurait eu son mot à dire dans cet assassinat-là. Et d'ailleurs, la WWE a reçu beaucoup d'argent du royaume. J'en parlais avec notre ami Stéphane Morneau du balado de lutte. Et ce qu'il me disait, c'est que dans le fond, John Cena, lui, a refusé d'y aller. Et Daniel Bryan aussi, qui est une vedette, un activiste aussi, qui a refusé de se présenter là-bas. Et on sait, le royaume est un peu en campagne de séduction auprès de l'Occident parce qu'on veut diversifier l'économie. On veut attirer du tourisme parce qu'on sent que les pétrodollars, veut pas. La tendance à long terme, c'est que ça va un jour être pas mal moins lucratif que ça l'a déjà été. Donc, c'est une grosse question éthique. Puis il y a d'autres circuits professionnels qui, eux autres, n'hésitent pas à franchir le pas. On voit des tournois de tennis qui sont présentés notamment à Dubaï, dans cette région du golfe Persique, des tournois de golf aussi. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, Novak Djokovic, qui est un des représentants des joueurs sur le circuit de l'ATP, on sait que les tournois de la série Masters sont présentement renégocient leur entente, sont 9 tournois et on veut de l'argent. Parce qu'on sait qu'en Asie, il y en a de l'argent et Djokovic a comme dit à mot couvert, si vous n'êtes pas capable, vous, d'allonger les dollars aux États-Unis, au Canada ou en Europe, il y a d'autres places ailleurs dans le monde qui ont les moyens. Donc, ça soulève de grandes questions parce que veut pas acheter, c'est voter d'une certaine manière. Oui, mais en même temps, si le sport avait une morale, on n'aurait pas de Coupe du Monde au Qatar. Écoute, c'est pas le premier événement à avoir un lieu comme ça un peu douteux, mais c'est vrai que je pense que avec l'argent que peut attirer Anthony Joshua, surtout une revanche comme ça dans un combat où il a été battu, les gens veulent voir si c'était un accident de parcours ou si c'était vraiment un hype job, on va dire, du côté d'Eddie Hearn. Il va attirer assez d'argent, même si tu présentes le combat aux États-Unis. Je comprends pas pourquoi il faut aller. Je comprends, mais ça m'énerve qu'on soit obligé d'aller en Arabie Saoudite à une heure qui va être impossible pour les Américains. Ça va pas être à une heure de prime time le soir. Je sais pas, ça va être à quelle heure, mais à mon avis, ça va être dans l'après-midi. Oui, d'ailleurs, DAZN qui était pressenti pour présenter cette revanche. Je crois qu'il y a d'autres réseaux qui sont intéressés, mais on dit que les droits d'obtention de la revanche, ce serait au minimum 10 millions de dollars de moins qu'ils paieraient parce qu'eux autres se disaient on table là-dessus pour faire un gros blitz d'inscription aux États-Unis. Et là, si le combat est présenté en début d'après-midi, il n'y a personne qui va vouloir s'inscrire pour voir ce combat-là. Je trouve ça un peu douteux comme choix. À cause de l'heure, à cause du lieu. Il n'y aura pas la même... imagine ce combat-là à Wembley avec 80 000 personnes. Imagine ce combat-là à New York au Madison Square Garden avec tous les supporters d'Andy Ruiz. Et maintenant, imagine-le en Arabie Saoudite. Je ne vois pas ce que ça va être l'ambiance là-bas. Dans un stade qui n'est même pas encore construit. Ouais. Et on dirait qu'il n'y a rien qui marche dans ce choix-là. Je ne comprends pas trop, mais bon. Les dollars ont parlé, les pétrodollars ont parlé. On a donné beaucoup d'argent du côté de DAZN pour attirer que ce soit Canelo Alvarez, Gennady Golovkin, et là, on sent que... La manne commence à s'amenuiser au fur et à mesure. Il y a certains compromis qu'on fait. On l'a déjà vu, combat d'unification entre Maurice Hooker et José Carlos Ramirez qui n'a pas tourné à l'avantage de DAZN du tout. Là, on a perdu la ceinture. Là, du côté des poids lourds, on avait 3 ceintures. On se ramasse, on n'en a plus. Ça regarde. Là, l'IBF commence à mettre un petit peu de pression. Là, selon les dernières nouvelles, on a exigé que la revanche soit présentée le 7 décembre et on doit s'engager par écrit à affronter Kubrat Pulev, qui est l'aspirant obligatoire chez les poids lourds à l'IBF avant le 31 mai 2020. Donc, et qui, lui, fait partie de la famille Top Rank. Oui, il est suspendu aussi en ce moment pour avoir embrassé de force une journaliste après sa dernière victoire. Bravo, champion. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs combats où il paraît plutôt bien et que l'IBF avait accepté ce combat revanche entre Ruiz et Joshua à condition qu'ils affrontent ensuite Pulev. Donc ça sera forcément l'adversaire logique après, à moins qu'il y ait un autre super combat, que ce soit contre Wilder, contre Fury.
Mais j'ai du mal à croire que ça va arriver aussi vite après un combat revanche contre Ruiz. Parce qu'il y a des grosses sommes en jeu, hein, quand les différents promoteurs font des offres pour présenter les combats. Là, on a tout le temps un barème d'un montant minimum, mais chez les poids lourds, c'est généralement 1 million, le montant minimum, là, qui est pratiquement le double, par exemple, des lourds légers ou des mi-lourds. Donc, il y a tellement de parties impliquées, il y a surtout tellement d'argent sur la table que là... les gens ne sont pas prêts à laisser dormir ça, là, de regarder ces beaux billets verts. Là. Donc, est-ce que ça va se régler? On croit que oui, parce que tous les partis ont intérêt à le faire. Est-ce que c'est, dans le fond, c'est dans l'intérêt de Ruiz d'essayer de tirer sur la couverture et d'essayer d'obtenir le plus possible? Et on sent qu'il y a une ouverture parce que, il y a certaines voix comme Tyson Fury qui disent si c'était pas un coup de chance, il va le rebattre. Il y en a d'autres qui disent, ben là, il faut faire attention. Anthony Joshua, oui, c'est peut-être pas le plus grand talent, mais Ruiz, pas nécessairement non plus. Donc, mais c'est pour ça que c'est si intéressant, cette revanche aussi. Oui. Moi, je pense que Ruiz a encore toutes ses chances et que l'erreur qu'a fait Joshua, c'est d'échanger avec lui quand il lui a fait mal. C'est d'envoyer des combinaisons. Il faut absolument que Joshua évite d'envoyer des combinaisons contre Ruiz parce que Ruiz a les mains plus rapides. Si les deux frappent en même temps, c'est les mains de Ruiz qui vont arriver en premier sur la cible et c'est comme ça qu'il peut envoyer Joshua au sol. Écoute, ça peut aussi se passer comme les combats précédents de Joshua. À mon avis, s'il continue, Joshua à envoyer 1 ou 2 coups à la fois, il est capable de contrôler Ruiz pendant tout le combat. Il ne faut juste pas qu'il aille à la guerre avec Ruiz. Chose certaine, il s'est énormément posé de questions après cette défaite-là. C'est déjà en partant un excellent signe. Grosse remise en question. On se demande est-ce qu'il a le talent nécessaire pour dominer chez les poids lourds. Et son équipe immédiate, là, son entraîneur est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde de la boxe. Donc, on peut penser qu'on met déjà les bouchées doubles à l'entraînement et qu'on essaie de vraiment trouver des solutions là, à ce qui s'est produit. Mais je pense que Ruiz a bon jeu d'étirer les négociations, d'essayer de gratter un maximum parce que c'est Joshua qui est demandeur et plus le temps passe, plus Joshua pourra ressasser cette défaite dans sa tête et ne pas effacer les doutes qu'il a. Plus tu as ton combat revanche rapidement, plus c'est rapide, tes doutes, tu les as effacés rapidement et ils n'ont pas eu le temps de germer dans ton esprit alors que si ça s'étire, tu as le temps de ressasser cette défaite et ça peut faire du mal psychologiquement. Et je pense que la première défaite, c'était une question technique, oui, d'avoir échangé avec lui, mais aussi une question mentale au niveau du focus de la concentration. Parce qu'avec tout ce qui se passait autour de ce combat-là, c'était ses débuts aux États-Unis. Il y a eu le KO de Wilder une semaine avant qui lui a mis beaucoup de pression. Parce que les gens allaient forcément comparer sa performance à celle de Wilder. Il y avait l'adversaire de Wilder qui est un gars Brésil de 6 pieds 6, un colosse, qui est peut-être pas le plus découpé mais qui est impressionnant physiquement. L'adversaire de Joshua, lui, était Ruiz, qui n'est pas très impressionnant physiquement, qui est un peu grassouillé. Donc forcément, les gens font la comparaison avantageusement pour Wilder. Il y avait tout un contexte, il y avait toutes les caméras qui étaient autour de lui pendant pendant plusieurs semaines, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est difficile. N'importe quel athlète, tu peux être le plus talentueux. C'est une distraction quand tu es en train de préparer un combat. Tu n'es pas concentré 100% sur ton combat. Donc il y avait, oui, un aspect technique à cette défaite, mais aussi un aspect de tout ce qu'il y avait autour de ce combat, de toute la médiatisation, toute la pression qu'il avait sur les épaules, qui ont fini par le faire flancher. Si on passe à un autre cas compliqué dans le monde de la boxe, c'est celui de Régis Prograis qui a annoncé qu'il se retirait de la Super Série mondiale de boxe. Il intente une poursuite contre la compagnie mère Comoza. Et on attendait beaucoup la finale du tournoi des super légers entre Prograis et l'Écossais Josh Taylor. Au début, là, on pensait que ça allait être présenté aux alentours du 5 octobre, possiblement en Grande-Bretagne. On ne savait pas trop où, mais Prograis n'était pas très chaud non plus à l'idée d'aller sur le terrain de son adversaire, là, qui, on sait, la dernière fois, s'est battu chez lui à Édimbourg, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un litige au sujet de l'argent. Et depuis le début de la deuxième saison de la Super Série mondiale de boxe, l'argent, c'est toujours un problème. Bon, on a réussi à financer l'opération pour la finale du tournoi chez les poids coqs entre Naoya Inoue et Nonito Donaire. Et sans surprise, c'est présenté au Japon,
au mois de novembre, le 7, je crois, pour être... oui, exactement, le 7 novembre. On sait pour Inoue, c'est possiblement important. Ça permet de lancer. On a vu ce que ça a fait, les tournois avec notamment André Ward avec le Super 6. Pour Inoue, ça va vraiment consolider sa place sur l'échelle internationale de remporter ce tournoi-là. Les favoris, là, mais on parle comme si c'était fait. Il reste qu'il faut qu'il gagne le combat, mais on voit l'importance que ça a pour sa carrière, ce que ça a fait aussi pour Alexander Usyk qui a ramassé toutes les ceintures chez les lourds légers. Et là, on voulait que pour s'assurer de ne pas se retrouver le bec à l'eau du côté de Progrès, qu'on place l'argent en fidéicommis et on n'a jamais été capable de s'entendre. Et on a, dans la poursuite, on a tous les détails des montants, on explique là, des bourses minimales, notamment le 500 000 $. On voulait faire divers paiements, on exigeait et ça n'a pas été fait. Et là, on est sur... on veut que la justice du New Jersey tranche, à savoir s'il peut, dans le fond, se retirer du tournoi et voler de ses propres ailes, parce que à 140 livres, il y a quand même pas mal de possibilités. Progrès, lui, fait partie de la famille de Lou DiBella, donc on peut logiquement penser qu'un méga combat d'unification avec Ramirez pourrait être dans le domaine du possible. Alors, il y a eu des retards de paiement, ce qui est dommage dans ce tournoi, parce que la finale m'intéressait vraiment contre Josh Taylor, mais je pense que la victoire de Ramirez contre Maurice Hooker, Ramirez qui a unifié les deux ceintures à 140, ça a peut-être un peu changé les plans, ça a peut-être donné des idées à Régis Prograis, qui a décidé de quitter le tournoi. J'espère que c'est pas pour éviter Josh Taylor, mais que c'était vraiment une question de contrat qui n'a pas été respecté du côté des organisateurs. C'est ce qu'on semble dire, parce qu'on dit que dans la poursuite, là, que dans le contrat qui a été signé à l'origine par Régis Prograis, la finale devait être présentée en mai, juin ou juillet 2019. J'ai regardé les dates de la première saison et le tournoi des lourds légers, ça avait été respecté. Pas celui des super moyens, mais il faut comprendre. Il y avait une blessure. Groves s'était blessé. Ça avait été présenté la finale en Arabie Saoudite, ce qui nous laisse croire des problèmes de financement. D'ailleurs, dans le document de poursuite, ça semble... C'est pas appuyé par un exemple, mais on dit que les diverses rumeurs disent que la compagnie qui organise la compétition cherchait des partenaires pour présenter les combats à cette finale-là. Donc, on en a trouvé au Japon. Là, ça va très bien, mais là, on sait Eddie Hearn a pas mal d'autres chats à fouetter que de s'occuper de Josh Taylor. Même chose, on n'a pas un puissant promoteur comme, par exemple, Brown qui est associé avec Al Heyman ou encore du côté de Top Rank. Donc, c'est quand même dommage parce que ce combat-là m'intéressait vraiment entre deux gauchers, Prograis et Taylor. Taylor a un profil que Prograis n'a jamais affronté, un grand gaucher, technicien, qui se déplace bien, qui à mon avis aurait pu lui poser des problèmes en restant à l'extérieur, essayer de tourner un petit peu autour de Prograis. J'aurais aimé voir les ajustements que Prograis aurait dû faire dans ce combat-là. Après, Ramirez, si le combat se matérialise, ça reste un excellent combat aussi entre Prograis et Ramirez. Peut-être plus intéressant pour Prograis parce que c'est un autre Américain en face de lui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le style de Ramirez correspond un peu mieux à Prograis qui aime bien contrer alors que Ramirez est très agressif, alors que le style de Taylor qui est plus en périphérie à l'extérieur lui aurait posé plus de problèmes à mon avis. Pas que Taylor soit meilleur que Ramirez, c'est une question de mariage de style et je pense que Ramirez correspond mieux à Prograis que Taylor. Donc si ce combat-là se matérialise contre Ramirez, j'espère que quand même un jour on va voir ce combat entre Prograis et Taylor, que c'est juste partie remise et que c'était pas un moyen de se faufiler et d'éviter l'Écossais. Mais là, selon The Athletic, on aurait déjà commencé en début de semaine, le lundi précisément, à tenter des approches pour trouver un terrain d'entente. Donc, on sait aussi Ivan Baranchik qui a finalement affronté Taylor en demi-finale, avait aussi menacé de poursuivre, de se retirer. Finalement, ça avait pas été, il n'y avait pas de document qui avait été déposé devant les tribunaux, mais il y avait quand même eu cette menace-là qui avait été Et je pense que c'était je pense qu'on lui avait menacé de lui faire perdre son titre s'il n'affrontait pas Taylor pour une date limite. En tout cas, il y avait une question de perdre sa ceinture, donc il a été plus ou moins obligé de se battre. Alors qu'il ne voulait pas, lui, il voulait se retirer aussi. D'un côté, Progrès, on sent qu'il est sur une aire d'aller parce que ces deux combats du tournoi jusqu'à présent ont été présentés en Louisiane. C'est quand même un succès de foule. Il n'y a pas énormément de boxeurs professionnels qui se sont illustrés à un gros niveau. Puis lui, particulièrement spectaculaire à voir à l'œuvre, très impliqué dans sa communauté. Donc, on sent qu'on veut peut-être battre le fer pendant qu'il est chaud. Et c'est drôle parce qu'on disait que Ramirez avait peut-être commis une erreur en faisant l'impasse
ce tournoi-là maintenant. Qui rit dans sa barbe, ouais, c'est celui qui a 2 ceintures. Bon, est-ce qu'on peut parler de choses un peu plus positives? Allons-y. Billy Joe Saunders. Ouais. Et oui, bon... c'est rare qu'on dise positif et Billy Joe Saunders, mais c'est le cas. Il avait annoncé une dizaine de jours qu'il mettait fin à son association avec le promoteur Frank Warren. C'est lui qui avait organisé la très grande majorité de ses combats depuis le début de sa carrière. On l'avait vu d'ailleurs à Laval quand il s'était présenté contre David Lemieux dans l'arène. Une victoire, on le rappelle, sans équivoque, qui est de celui qui était champion de la WBO à cette époque-là. Et là, c'est entendu avec Matchroom Boxing. Bon... il y a beaucoup d'argent en ligne de compte. Voilà. Il ne va pas refuser les gros dollars, mais c'est parce qu'il veut les gros combats. Et là, lui, il n'a pas hésité. Hein? Il a nommé 2 noms, là, très clairement. Gennady Golovkin ou encore Canelo Alvarez. Il ne veut plus perdre de temps. Pourtant, n'a pas, jusqu'à maintenant, depuis le début de sa carrière, n'a pas affronté de très, très gros noms. Et même contre des combats, contre des adversaires qu'on ne connaissait pas vraiment, ça a été des performances en dents de scie. Ouais. Mais... c'est quelqu'un qui est capable de livrer la marchandise. On voit le talent et il est prêt. Par contre, on dit que son premier combat, ce serait possiblement une défense de son titre des super moyens de la WBO en octobre. Les noms de Callum Smith, qui est champion, super champion unifié, je ne sais plus trop quoi de la WBA. En tout cas, c'est lui qui a la ceinture la plus importante. Et Chris Eubank fils, bon combat sur la scène locale britannique. Ouais. Mais on dit que c'est un contrat de 4 combats. En tout cas, on pense que en 2020, ça serait 3 méga combats. Et là, on dit les options là, sont multiples. Canelo Alvarez, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Demetrius Andrade. Donc, mais lui, on sent là, sa préférence, c'est Canelo. Oui, ben, c'est parce que il veut voir les billets verts. Il est pas plus fou qu'un autre. Hein. Ouais. Mais ce qui est bien dans son cas, c'est il a affirmé qu'il peut encore se battre à 160 ou à 168. C'est incroyable parce que jouer au yo-yo avec son poids, on se rappelle des combats à 178. Ouais, bah c'est un gars qui, entre les combats, a tendance à faire un peu comme moi quand je vais en vacances, prendre un petit peu de bide. Mais si sa carrière n'est pas allée aussi vite qu'il le voulait, dans son interview, quand il a signé avec Matchroom Boxing, il a blâmé un peu tout le monde. Il a blâmé Frank Warren, il a blâmé tous les autres, sauf lui. C'est un petit peu de sa faute si sa carrière n'est pas allée aussi vite. Contrôle antidopage positif. Des folies en se faisant prendre pour un policier sur l'autoroute. Exactement. Où il a été condamné aussi avec il payait des sans-abri pour faire des choses pas très catholiques. Donc, c'est toutes les niaiseries qu'il fait qui ont ralenti un petit peu sa carrière parce que forcément, il peut plus se battre pendant 6 mois. Après, il est impliqué dans des procès, etc. Donc, les combats sont un peu mis de côté. C'est de sa faute à lui. Et après, le talent est là. Contre Callum Smith, j'ai un petit peu de réserve parce que Smith est énorme pour un 168 livres. Très, très longiligne, avec une très bonne force de frappe. Je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée pour Saunders. Par contre, c'est un combat très attirant pour le public mondial, mais spécialement pour le public britannique, qui va vouloir voir ce combat-là entre 2 des meilleurs boxeurs du pays. C'est un combat que moi aussi j'aimerais voir, mais je favoriserais Callum Smith dans ce cas-là. Par contre, à 160 livres, je pense que c'est plus sa place à Billy Joe Saunders, notamment à cause de sa taille. C'est plus des gars de sa carrure. Et il a un style pour embêter, c'est pas le style qui va être le plus vendeur, mais il a un style pour embêter un gars comme Golovkin par exemple. Un gars comme Andrade, ça serait une belle opposition parce que c'est 2 styles qui se ressemblent un petit peu, des gars qui se déplacent beaucoup, 2 gauchers, quoique Andrade peut boxer des deux côtés, mais il y a vraiment des affrontements intéressants à 160 pour Billy Joe Saunders, des affrontements intrigants où je sais pas trop comment ça tournerait si ce combat-là se matérialise. Si ces combats-là se matérialisent, j'aurais du mal à choisir un côté, à me dire, ok, ben là, Golovkin va lui marcher dessus et va couper les rings, va couper ses portes de sortie. Ou alors peut-être qu'il va réussir, avec son jeu de pied exceptionnel, à se sortir de situations compliquées contre Golovkin. J'ai du mal à déterminer qui remporterait un combat comme ça. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir Billy Joe Saunders dans ce mix-là, où il y avait déjà beaucoup des meilleurs poids moyens au monde. Tu as nommé les noms, il y a aussi Souleki qui est là. À peu près n'importe quel affrontement que tu veux voir à 160 est possible chez DAZN, et j'espère qu'ils vont avoir lieu, ces affrontements-là. En même temps, DAZN en a besoin d'avoir des méga combats comme ça. Donc tout le monde y trouve son compte. Et
si Canelo veut continuer à éviter Golovkin pour un 3e combat, et ben Billy Joe Saunders est un bon adversaire aussi, un adversaire crédible. Il semble qu'il y a des pourparlers qui ont été entamés entre les deux clans et surtout Golovkin, ça semble vouloir se régler pour l'affrontement contre Derevyanchenko pour la ceinture de l'IBF. On rappelle Canelo qui a été dépouillé de sa ceinture, incapable de s'entendre avec son aspirant obligatoire. Donc c'est la porte ouverte pour Saunders et lui il s'est engouffré là-dedans. Il a défoncé la porte et il est rentré. Il pourrait très bien avoir ce combat contre Canelo, il pourrait avoir celui contre Callum Smith aussi, il pourrait avoir un autre contre Andrade, peut-être contre Daniel Jacobs. En tout cas, il y a énormément de possibilités pour lui qui sont toutes relativement payantes. Bien évidemment, la plus lucrative, c'est celle contre Canelo, mais c'est pas celle qu'il va avoir tout de suite à mon avis. Il faudra qu'il fasse au moins 1 ou 2 combats avant de pouvoir affronter Canelo, mais c'est une possibilité bien réelle. Oui, ça sera à suivre. On dit qu'une annonce devrait être faite bientôt parce que là, tranquillement, le calendrier à l'automne est en train de se préciser. D'ailleurs, j'ai évoqué 14 septembre pour Munguia, mais Top Rank aussi rappliqué avec Tyson Fury contre Otto Wallin. Ça a laissé plusieurs amateurs sur leur appétit. Ça va être encore une mise en bouche en attendant un affrontement contre Deontay Wilder. Voilà. Ça va être la même chose que contre l'Allemand Schwarz. Ça va être une victoire facile contre un gars qui est beaucoup moins fort, mais on sait que c'est pour garder la forme, pour continuer à être actif en attendant cette revanche contre Wilder, mais c'est un petit peu décevant. Et Munguia, pour le 14 septembre, ils en avaient besoin parce que Canelo ne veut plus se battre à cette date-là. Et comme c'est la date d'indépendance du Mexique, traditionnellement, il y a toujours un gros combat impliquant un Mexicain. Donc là, ça va être Munguia. Je le mentionnais d'entrée de jeu, peu de choses à se mettre sous la dent, disons, à première vue, mais il y a quand même des histoires intéressantes. Ça commence samedi à compter de 15h sur UFC Fight Pass. On sait, présente différents galas de boxe. Charles Foster qui affronte Denis Grachev. Oui. C'est une 3e défense de titre de la NABA chez les mi-lourds pour Foster. Il est classé 8e à la WBA, donc forcément, on va entendre son nom dans les discussions, peut-être affronter le champion intérimaire Jean-Pascal, qui sait? Pourquoi pas? Grachev, on se rappelle, on l'a déjà vu, et je me rappelais, je savais que ça faisait longtemps, mais quand on met une date, novembre 2012 au Centre Bell, c'était le combat de retour de Lucian Boutet après sa défaite contre Carl Froch en Angleterre en mai 2012. Oui, ça remonte. Et c'était pas un combat qui avait été très facile pour Boutet, qui avait eu du mal contre Grachev. Oui, plusieurs personnes avaient décrié à l'époque que Grachev avait peut-être remporté ce combat-là. J'en étais pas. C'était une victoire. Non, je n'étais pas convaincu, mais c'était un combat serré. Voilà. Chacun des rounds était très serré. On avait vu que Boutet était encore un peu sous le choc de cette défaite-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Grachev depuis toutes ces années? Pas mal de choses. Je te dirais, il a remporté son combat suivant contre Lucian Boutet, contre Zoltz RDI, le Hongrois qu'on avait déjà très hautement considéré. Oui. Mais après, il a enligné des défaites. Des défaites et des défaites. Edwin Rodriguez, Isaac Chilemba, Rino Liebenberg et Thomas Oosthuizen, tous des noms qu'on connaît. Donc, a quand même fait face à de l'adversité. A gagné 6 de ses 8 derniers combats. Et ces 2 défaites, c'est quand il est allé à l'extérieur contre des boxeurs invaincus. En Hongrie, quand même surprenant, parce que d'habitude, c'est les Hongrois qui se déplacent. C'est un Guinée. Et en Pologne. Et ses 3 dernières victoires, je te laisse... et ces victoires, sa base semble maintenant être au Mexique quand il se bat localement. Mais ces 3 dernières victoires des adversaires qui présentaient des fiches de 6-49-2, 2-9-1 et 2-5. Foster, lui, c'est un 19e combat en carrière et... Je te dirais, là, je ne connais pas nécessairement ses 18 premiers adversaires. Grachev, c'est le nom le plus significatif. Si on regarde, on le connaît surtout parce qu'il s'est battu contre Lucian Boutet, mais on regarde quand même tous les autres adversaires qu'il a affrontés, notamment, je pense à Chilemba, qui est un aspirant vétéran, très crédible. Donc, ça donne une idée de savoir où on est dans sa carrière. Grachev, clairement, ses meilleures années sont derrière lui. A déjà été un aspirant peut-être redoutable, mais... clairement. Là maintenant, c'est un stepping stone pour un jeune qui monte. Mais écoute, s'il se sert de son expérience, il peut peut-être déranger Foster. Mais je pense qu'à ce stade de sa carrière, il est usé après tous ses combats. Mais bon, faut voir, mais je pense pas qu'il va le battre. C'est une promotion qui s'appelle Murphy's Boxing qui fait, vous l'aurez deviné, des événements en Nouvelle-Angleterre, dans la région de Boston, je crois. Et on met en vedette naturellement des boxeurs
qui sont d'origine irlandaise. Là. À proprement dit, soit qui sont irlandais puis qui viennent se battre aux États-Unis, ou on sait que la diaspora est importante dans la région de Boston. Ça se poursuit samedi 22h, c'est présenté sur TSN 5. C'est une très longue carte présentée par ESPN+. Ça met en vedette Emmanuel Navarrete contre Francisco de Vaca. C'est la deuxième défense du titre des Supercoques de la WBO du combattant mexicain. Revient de 2 gros combats contre Isaac Dogboe, c'est bien ça? Oui, le dernier où que Dogboe avait pris des coups et des coups, c'était dur à voir ce combat-là. Il l'avait vraiment dominé. Oui, le premier combat avait été un peu plus, je te dirais, serré, mais le deuxième là, avait appuyé complètement sur l'accélérateur. Il affronte un boxeur qui est aussi d'origine mexicaine, mais qui se bat, lui, en Arizona. D'ailleurs, ça va être son deuxième fois seulement qu'il va se battre à l'extérieur de l'Arizona. Il a visité Glendale et Phoenix à plus d'une reprise. Une fois, c'est rendu à la limite de 10 rounds depuis le début de sa carrière. Il est classé 10e à la WBO, mais je dois t'avouer que je ne le connais pas vraiment. Mais c'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'il n'est pas nécessairement bon. On sait aux États-Unis, des fois, on cache le boxeur pendant plusieurs combats. Et on lui donne une chance, mais là, cette chance-là est en combat de championnat du monde. On peut faire un parallèle avec Navarrete, qui n'était pas nécessairement le boxeur le plus connu avant d'affronter Dogboe et d'avoir sa chance pour le titre. Et fait à noter, Navarrete, je pense 2 de ses 3 dernières victoires ont été acquises au 12e round par arrêt de l'arbitre ou par knock-out simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de transposer son énergie et sa puissance tout au long des 12 rounds. Ouais, et c'est aussi un gars qui lance beaucoup de coups, donc c'est l'accumulation qui finit par avoir le dessus sur l'adversaire. Mais c'était vraiment un combat, le dernier contre Dogboe, qui avait fait mal au cœur. Son père ne voulait pas arrêter le combat dans le coin, le père du Ghanéen. C'est un combat où il a pris énormément de dommages. Bon, cette fois, Navarrete est débarrassé de Dogboe qui était dans ses pattes depuis 2 combats, mais c'est vrai que c'est pas un adversaire très renommé. C'est son 10e aspirant, tu m'as dit? Je pensais que c'était 11e, mais c'est 10e. Il était 11e, mais dans la dernière mise à jour, il est passé 10e. Mais bref, c'est un gars qui est invaincu, mais qui n'a pas eu beaucoup d'adversité. Son dernier adversaire, c'était une fiche de 31 victoires, 25 défaites. Ça vous montre un peu le niveau des adversaires qu'il a eu jusqu'à maintenant. Et c'est un gars qui n'a pas une grosse force de frappe, 6 KO en 20 victoires. Et c'est peut-être là le problème, c'est que pour déranger Navarrete, il faut lui faire mal, il faut lui donner une raison d'arrêter d'envoyer ses combinaisons. C'est pas avec une faible puissance comme ça qu'on va le faire réfléchir. Et Navarrete, même si les 2 boxeurs font la même taille, Navarrete a un avantage de portée de 7 pouces. Il a des bras immenses, Navarrete. Donc ça va être très compliqué avec un manque de puissance de contrecarrer cette portée supérieure de Navarrete. Donc je lui donne assez peu de chance de vaincre. C'est vraiment tout un contrat qu'il a sur les bras. En demi-finale, Jesse Magdaleno, c'est lui qui possédait la ceinture de Dogboe avant de la perdre à la suite d'une défaite contre ce dernier. Il affronte Rafael Rivera, lui, je pense que son dernier combat est une victoire, mais il a perdu contre Leo Santa Cruz en février. Ce qui n'est jamais une honte. Non, tout à fait, qui est un excellent boxeur. Donc, demi-finale assez intéressante. Oui, ça va être intéressant. Et Magdaleno est rarement dans des combats ennuyants. C'est un gars qui est toujours dans des combats où il y a beaucoup d'action. Donc, ça va être intéressant. Je ne vois pas comment ce combat-là peut être ennuyant. Et 2 combats qu'on va naturellement surveiller en sous-carte. Chris Van Erdeen, qui existe encore. On sait que c'est un aspirant chez les mi-moyens. Son nom, à une certaine époque, avait énormément circulé ici au Québec pour un affrontement. C'était-tu contre Kevin Bizier? Je me souviens plus, mais... Je sais plus, mais c'est un gars qui on parlait de lui souvent. Qui a peut-être pas eu une grande carrière dans le ring professionnel, mais à l'entraînement, par contre, il a affronté, ça a été le sparring partner de Canelo, de Cotto. Donc, il a accumulé de l'expérience dans le gym comme ça. Il a aussi affronté Errol Spence dans un vrai combat cette fois, où il s'est fait passer le KO parce que Spence était juste trop talentueux pour lui. Mais il a beaucoup plus d'expérience que son adversaire qui est Aslanbek Kazayev, un Russe qui avance, qui met beaucoup de pression, mais qui est un peu plus petit, qui a des moins longs bras, qui est vraiment un boxeur de pression, de volume, mais qui n'a pas beaucoup de puissance. Il a 8 KO en 33 victoires, donc là encore, ça va être compliqué pour lui de s'imposer contre un gars qui a plus d'expérience, qui est peut-être un meilleur technicien que lui. Ça va être compliqué pour le Russe et je pense que Van Erdeen va réussir à le contrôler. Et
un certain Ricky Sismondo. C'est Van Erdeen est le côté A de l'équation. Là, je t'annonce malheureusement que Sismondo, lui, est le côté B. Il affronte l'espoir invaincu Arnold Barboza. C'est quand même magique comme nom. Et lui a littéralement gelé Mike Alvarado. Bon, je comprends qu'Alvarado est plus l'ombre de ce qu'il était. Là. A eu des guerres, 3 guerres mémorables contre Brandon Rios, mais ça donne quand même une idée de la force de frappe de son adversaire. Donc, Sismondo, on se souvient, avait causé passablement de soucis aux boxeurs ici. Il affronte à peu près tout le monde, Sismondo. Au Québec, et Ivulis avait fini par avoir sa revanche, mais depuis ce temps-là, se bat sur le terrain de ses adversaires et accumule les défaites. Mais bon, c'est toujours un boxeur qui va poser des problèmes, qui vient pour se battre. Qui est excitant à voir à l'œuvre. Sismondo, c'est pas un gars qui va venir pour pour te faire enregistrer un KO et essayer de survivre. C'est un gars qui va venir pour se bagarrer, qui va essayer de gagner. Il va peut-être pas y arriver, mais il va essayer. Et fait intéressant à noter, c'est le premier gala de boxe de l'histoire qui est présenté au Bank of California Stadium, qui est le domicile du Los Angeles FC dans la MLS, naturellement. Et ça a été construit sur l'ancien site du Memorial Sports Arena de Los Angeles, évidemment. Et il y a eu plusieurs combats significatifs qui ont été présentés là-bas au fil des années, notamment le tournoi de boxe des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Et j'ai appris, tu sais que j'adore les comparaisons avec Rocky, les scènes des fameux Rocky 1 et 2, les combats entre Balboa et Apollo Creed qui ont été présentés là-bas. Donc, mais ce lieu a été démoli pour faire place. Et oui, combat qui va être naturellement, c'est un stade de soccer, donc c'est présenté à ciel ouvert. C'est toujours intéressant de voir des combats dans ces conditions-là. Oui, surtout que les boxeurs sont parfois, ça dépend de où est le soleil. Tu peux avoir le soleil un peu rasant, d'avoir le soleil sur ta peau, tu réagis pas de la même manière que d'être à l'intérieur. On se souvient d'un combat de PBC dans les derniers mois là, où Lennox Lewis et Dan Goosen avaient des gants et une foulard et on se souvient le poids lourd nigérien là, qui Ajagba, son adversaire avait dit à quel point le froid l'avait dérangé, qu'il n'avait jamais été capable C'était Amir Mansour, je pense, qui était arrivé, qui n'était pas frigorifié. Qui n'était pas assez réchauffé et qui s'est fait geler au deuxième round. La semaine dernière, j'ai oublié d'en parler dans la revue des combats, mais Julio César Chavez, fils, se battait. Ça aurait été un retour victorieux, 82 secondes. Et là, il va affronter tout le monde, dont Jean-Pascal, a évoqué son nom. Et un peu dans la même lignée, au Mexique, samedi, Johnny Gonzalez, est-ce que tu te souviens de lui? Hein? On se souvient, il avait battu, même couché, Abner Mares au premier round, un crochet gauche. Il roule encore sa bosse. Hein? Il est âgé de 37 ans et s'affiche 67 victoires, 11 défaites, 55 victoires par knockout. Et là, il affronte un boxeur originaire du Nicaragua qui a été battu par Miguel Roman, un nom qu'on a passablement vu à l'œuvre au cours des dernières années. Donc, mais Gonzalez est toujours dangereux avec sa puissance. C'est un gars qui a un crochet gauche exceptionnel. Il est capable de coucher n'importe qui et c'est rare dans les petites catégories comme ça d'avoir des cogneurs. Mais lui, c'est son gros point fort, c'est sa puissance, notamment avec ce crochet. Il roule sa bosse depuis des années. Il a réussi à surprendre énormément de boxeurs avec son crochet, à leur passer le KO. Il est toujours très dangereux et à mon avis, il restera dangereux jusqu'à la fin de sa carrière à cause de cette puissance. Donc, c'est pas mal le tour des actualités cette semaine. Déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine parce qu'on va mettre la table à l'intéressant combat de Sergey Kovalev contre Anthony Yarde. On a vu des images de Yarde. Là. Il a de l'air passablement en forme et déterminé là, à saisir la chance. Il a un physique impressionnant, Yarde, mais Kovalev a l'expérience pour lui, la puissance aussi. Ça va être intéressant. Oui, on a vu à son dernier combat contre Eleider Alvarez là, qui était loin d'avoir perdu sa verve et est encore capable de dominer un combat. Lui, je pense que c'est beaucoup dans la tête aussi. Mais il y a eu des petits problèmes récemment. Là. C'est pas fait expulser d'un avion ou n'importe quoi. Là. Ah, c'est possible. J'ai pas vu passer ça. En même temps, c'est, je pense, fidèle au personnage qu'on a appris à connaître au fil des ans. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application RDS pour retrouver tout le contenu qui vous est proposé. D'ailleurs, je les évoque chaque semaine. Nos amis les deux Max ont fait une entrevue avec Sylvain Bruno, l'entraîneur de Bianca Andreescu, dans la foulée de son titre à la Coupe Rogers à Toronto. Ou sinon, vous pouvez évidemment visiter l'application iHeartRadio pour retrouver tous nos épisodes du balado Le Compte de 8. Donc, au nom d'Adrien Meur et du monarque de la mise en onde Guillaume Séguin, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.